pays après la guerre? À en croire les chiffres, pas sûr. Déjà en 1939, 200 000 soldats anglais de la Première Guerre mondiale remplissaient les hôpitaux psychiatriques. On a relevé 102 000 suicides de vétérans du Vietnam, 2 fois plus que les pertes au combat. Et un soldat d'Irak sur 3 souffrirait aujourd'hui de graves névroses traumatiques. Dans le document que vous allez voir, Jean-Paul Marie est parti à la rencontre de ces traumatisés des conflits armés. Ils étaient à Bagdad, Sarajevo ou Kigali et ont vu des choses innommables. Des charniers, des villages brûlés, des cadavres d'enfants mutilés, des canons posés sur leurs tempes. Moment d'effroi indicible, cette rencontre avec la mort s'est ancrée en eux sous diverses formes. Une odeur, un regard, un cri, une vision insoutenable. Sur le coup, qu'ils soient journalistes, militaires ou humanitaires, ils ont agi en professionnels. Mais ces images se sont tatouées insidieusement dans un coin de leur mémoire. Et souvent, longtemps après les faits, elles reviennent les hanter comme des fantômes indélébiles. Aujourd'hui, et parfois pour la première fois, ils ont décidé de parler de ce mal qui les ronge. Sans blessures apparentes, enquête chez les damnés de la guerre. Tout de suite dans Infrarouge. Bagdad, 8 avril 2003. Au 42e jour de la guerre, les chars américains arrivent sur le pont Al-Jumouria, au cœur de la capitale irakienne. Ce matin-là, j'écris depuis l'aube dans ma chambre du 16e étage de l'hôtel Palestine, où sont regroupés tous les reporters de guerre. Tout à coup, un choc sourd, énorme. Un obus américain vient de percuter l'hôtel Palestine entre le 14e et le 15e étage. Plusieurs journalistes sont blessés. Dans la chambre 1506, un caméraman, Taras Protsiuk, est allongé sur la moquette, le ventre ouvert. Je me penche sur lui pour lui porter les premiers soins. À la place de la blessure, je ne vois qu'un flash, étrange, nacré, éblouissant. Taras, José, 2 caméramans sont morts. Je reprends mon travail. J'écris avec devant les yeux, obsédant ce flash étrange, nacré, qui va me déranger si longtemps. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas la première fois que je remarque ce phénomène. Partout, du Liban au Rwanda, de la Bosnie à l'Irak, j'ai vu des soldats solides, des reporters de guerre, des humanitaires fauchés, sidérés par cette chose qui les empêche de vivre normalement, les pousse au désespoir et au suicide. Qu'est-ce qui nous tue? À l'intérieur de nous, aussi sûrement qu'une balle, mais sans blessures apparentes. Cette fois, je veux savoir. Il y a un gars sur le côté qui a la tête explosée. Il y en a un autre, le pauvre, qui est dans le fossé, il a un champignon blanc qui sort de la tête avec les yeux qui regardent tout droit. Et il me dit, c'est bizarre, ça me fait rien. Et il dit, toi, ça te fait quelque chose? Bah, je dis, ouais, c'est vrai que c'est bizarre, ça me fait rien du tout.
Ces dernières années, 200 000 soldats français ont été déployés à l'étranger. Michael Delay fait partie de ceux-là et il n'a jamais oublié le Rwanda. Michael a l'air d'un guerrier solide, mais depuis plus de 15 ans, c'est un homme hanté. La foule, j'ai du mal, ouais. Je supporte pas la foule, quoi. C'est depuis le Rwanda, en fait. Les trucs de foule, je suis pas à l'aise, quoi. 2-3 personnes sont derrière moi, sont juste derrière moi. Je me méfie, je laisse passer. Je me dis, bon, si jamais, peut-être qu'ils vont essayer de m'agresser, ou c'est terrible. Je suis stressé, je suis comme en mode guerre, en fait. Je suis sur la défensive. Voilà plusieurs années que je connais Michael et que je suis son calvaire. Au printemps 1994, parachutiste d'élite au 3e RPIMA, il est envoyé à Kigali. Mission, évacuer les ressortissants étrangers. Dès son arrivée au Rwanda, il va prendre de plein fouet un des plus grands massacres du XXe siècle, 800 000 Tutsis, tués à la machette, au couteau, au gourdin, un génocide. Michael venait d'avoir 18 ans. Et là, on part pour le Rwanda. Donc on nous explique qu'on va faire un posé d'assaut. Un posé d'assaut, l'avion il arrive, il éteint les lumières, il descend à fond. Il arrive à du sol, il s'arrête à une vitesse très courte. Il ouvre les soutes, à peine l'avion s'arrête même pas, il avance doucement et tout le monde gicle du truc, on se court se mettre à l'abri. Après, on passe dans des villages, alors là, on voit les gens avec les machettes, je sais pas, des javelots, mais tout ce qu'on peut tuer. Il y en a, ils avaient des marteaux, tournevis, couteaux, armes. En fait, on comprenait pas trop. On voyait un groupe de personnes courir tous vers un entrepôt. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont piller un entrepôt, en fait. Et non, en fait, ils courent après une personne, on voyait au loin, et ils sont mis autour, et on voyait pas trop, mais le gars s'est fait massacrer. Ils tuaient tout ce qui bougeait, quoi. Pour le temps de tuer tout le monde, ils coupent les tendons de certains pour pas qu'ils s'échappent. Ils sont en train de se barrer comme ils peuvent, les pauvres. C'est terrible, quoi. C'est le terrain de jeu du diable, quoi. C'est en enfer, là. L'enfer, c'était là, à ce moment-là, c'était là, quoi. Et à mon avis, il y a 30 personnes. Et il y a un moment, il y a un gars dans un convoi, donc je pense que ça devait être un Tutsi, qui a échappé à un barrage et qui essaye de monter dans les voitures, quoi. Et là, c'est super dur. Parce que le gars, il veut monter, et vous pouvez pas l'aider, quoi. Donc, et c'est terrible, parce qu'à 200 mètres, il y a les gars qui nous courent après. Il y a un moment, on est obligé de le virer de force, à coup de crosse, enfin, c'est horrible, quoi. Parce que vous n'avez pas le droit de vous en mêler, en fait. C'est là, vous dites, merde, putain, on peut pas en prendre un et l'amener au con, quoi. C'est interdit, quoi. Donc là, putain, là, c'est super dur, quoi. Le gars, il vous regarde et, putain, vous l'avez laissé se faire massacrer. De retour du Rwanda, Michael, épuisé, est obsédé par la vision d'une tête coupée en deux. Au Gabon, pendant une garde de nuit, il sort son revolver et le met dans sa bouche. Quand il décide de quitter l'armée, il est terrassé par une première crise de panique. Le calvaire va durer 5 ans. Quand j'étais pas bien, que ça allait vraiment pas et que l'angoisse passait pas, je partais, je prenais mon chien et je venais en forêt. Et je me mettais dans un coin, un peu comme ici, isolé de la route, pas trop près d'un chemin pour pas être dérangé par les gens. Et puis là, j'arrivais enfin à dormir. Puis avec mon chien, je me sentais en sécurité. Je pouvais dormir tranquille. Je respirais, de caresser le chien, ça me détendait. Et voilà. Puis le chien panique pas aussi. Il y a un gros souci avec la nuit, des fois, c'est avec les ombres. Et ça, c'est assez terrible. C'est-à-dire que, par exemple, vous êtes en ville, je sais pas, où il y a une poubelle avec un sac posé dessus, un manche à balai qui dépasse, et en une fraction de seconde, j'ai l'impression. Enfin, je le voyais. Donc, parce que c'est pas une assurance, quelque chose de vrai. Je voyais un homme armé, un Hutu armé, par exemple, qui me fixait. Ou alors, si c'était pas une arme, c'était une machette. Et là, en un centième de seconde, vous avez l'angoisse, la crise qui monte et ça vous attrape et ça vous fout par le bas, quoi. Pour une ombre que vous allez voir, vous êtes incapable de réagir. À l'arrière, vous recroisez d'anciens militaires, vous osez même pas en parler. Parce que vous dire, mais qu'est-ce qu'ils vont... Putain, mais t'es plus un soldat, c'est quoi cette histoire-là? T'as peur d'une branche, t'as peur d'un truc, t'as peur de ci. Putain, mais t'étais un soldat, quoi. Et vous passez du stade de soldat guerrier à rien du tout, quoi. À la déchéance totale, quoi. Dépêche-toi. L'image traumatique
c'est l'événement qu'a vu le sujet. C'est le coupe-coupe qui va s'abattre sur lui, c'est l'image de son copain qui s'effondre, c'est l'image du charnier. Hein. C'est ça qui va faire trauma, c'est cette image-là qu'il va avoir. Il y en a un autre, le pauvre qui est dans le fossé, il a un champignon blanc qui sort de la tête avec les yeux qui regardent tout droit. Et quand elle va revenir dans le syndrome de répétition, elle va revenir exactement telle qu'elle a été perçue à ce moment-là. Et au temps présent, c'est-à-dire comme si l'événement était en train de se produire. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'elle pénètre dans l'appareil psychique, qu'elle s'installe comme Freud disait, un corps étranger interne, comme un bloc. Elle ne se lie pas avec le reste du conscient ou de l'inconscient, les représentations, les mots, les rêves, les souvenirs. Elle reste là, telle qu'elle, et elle ressurgit à la conscience telle qu'elle était, même si c'est 40 ans après. Et puis à un moment, j'ai fait un rêve aussi. Je le vois avec des plaies au-dessus des yeux, des plaies rouges qui saignent en fait. Je sais pas, super bizarre, j'ai jamais trop compris. J'ai pris, j'avais mon rasoir pour se raser, j'ai pris une lame et j'ai fait un trait au-dessus, après un trait au-dessus. Et comme je m'aimais pas, en fait, j'ai commencé à me couper sur le visage, quoi. Puis après, j'ai fait les bras, j'ouvrais comme ça. Mais je ressentais même rien, que je sais pas, comme pour évacuer quelque chose, comme, je sais pas, je pouvais plus me voir, je me détestais, et puis il fallait que ça sorte, quoi. En tout, je dois avoir à peu près 600 points de suture. Donc pas à chaque fois, mais en plusieurs fois, en fait. Le thorax plus tard, ouais. Au début, ça a été ça. Après, il m'avait supprimé une lame de rasoir et tout, mais une fois, j'étais pas bien et je l'ai refait aussi après. Alors là, par contre, j'ai pris une canette de coca, j'avais déchiré en deux. Quand vous déchirez en deux, c'est très coupant, quoi. C'est bizarre, au début, ça picote un peu, mais c'est au bout d'un moment, vous ressentez même pas, quoi. C'est terrible, hein. Je faisais des traces comme ça, et un peu plus profond, ainsi de suite. Et je voyais les chairs s'écarter. Et vous continuez comme ça, vous continuez. Après, vous faites un autre endroit. Après, vous faites un autre endroit, quoi. Il s'était scarifié méthodiquement tout le visage et tous les bras, avec des petits carrés comme ça, méthodiquement, pour donner à voir aux autres. C'est-à-dire, voyez que je suis blessée. Est-ce que vous le voyez maintenant que je suis blessée? Est-ce qu'enfin, les gens vont le voir que j'ai quelque chose de grave? Et voir arriver votre fils comme ça... J'ai vu la mort, je me suis vu mort, je suis mort. La rencontre avec la chose provoque un sentiment d'abandon, de honte, de souillure et de culpabilité. Michael cherche à se détruire. À la 4e tentative de suicide, il est hospitalisé 6 mois en psychiatrie à l'hôpital militaire de Percy. Et là, tout explose. Et puis un coup de sang, quoi. J'ai mis un coup de pied dans un meuble et puis c'est comme une haine qui sortait, fallait que ça sorte. Et j'ai commencé à tout casser, coup de pied, coup de poing. Bah, j'ai tout retourné. Je tapais dans tout. Putain, ils sont rentrés, tous les infirmiers sont arrivés dans la chambre. Oh putain, je me suis dit, ils vont me sauter dessus, je vais me prendre un coup de matraque. Et en fait, au lieu de me sauter dessus pour me ceinturer, tout gentiment, il y en a un qui me dit, mais monsieur Delay, qu'est-ce qui se passe? Et ça a désamorcé la bombe, vous voyez, au lieu, peut-être que s'ils m'ont rattrapé, j'aurais résisté, et poum, je me suis effondré. Et là, je me suis surpris, je me suis dit, putain, on les a laissés crever, qu'on n'a rien fait, quoi. Donc, On les a laissés crever, on n'a rien fait, on a laissé les gens mourir. C'est toute cette haine, en fait, par rapport à ça, quoi, ce sentiment de, comment dire, de culpabilité de ne pas avoir fait, ça, en fait, ça me bouffe, quoi, ça me tue, quoi. Ça me ronge de l'intérieur et ça me suit tout le temps. Le Rwanda, c'est du passé, mais c'est pas totalement fini. C'est pas fini, c'est tous les jours. C'est tous les jours, la guerre. C'est tous les jours. Ça sera jamais fini, quoi. C'est tout le temps, quoi. Tout le temps, mais bon. Il y a eu des moments, avec mon mari, on s'est dit, là, on ne sait pas si on va le sortir de là, quoi. On ne sait pas s'il va avoir le courage de survivre, parce que c'est tellement dur. Je me
demande où il trouve la force de rester encore vivant, de rester parmi nous. S'il n'y avait pas eu la rencontre avec le psychiatre, qu'est-ce qui se serait passé d'après vous? Je pense qu'il serait plus là. Il serait plus là, Michael. Je pense qu'il aurait mis fin à ses jours et nous, on serait désespérés. Le pire, c'est cette odeur. Les corps arrivaient quand même décomposés. C'est une nausée. C'était notre odeur à nous. La guerre peut rendre fou. Mais le trauma de la guerre, ce n'est pas seulement le combat, le massacre, ce que l'homme fait à l'homme. Philippe Guillemot était caporal-chef au génie de l'air, un technicien capable de reconstruire une piste d'aéroport en un temps record. À Goma, dans l'ex-Zaïre, les avions chargés d'aide humanitaire défoncent la piste à chaque atterrissage. Philippe croit partir sur un simple chantier. À son arrivée, stupéfait, il voit affluer une foule immense de réfugiés du Rwanda, épuisés, amaigris, malades, atteints d'un mal terrible et contagieux, le choléra. En quelques jours, c'était plein. Des montagnes humaines, il y avait. Donc entre les premières photos et maintenant, il y a 2 jours. C'est des milliers, des 10 milliers de personnes qui sont là. On ne circulait plus correctement. Là, c'était des squelettes, des morts vivants qui arrivaient sur nous, certains. Vous arrivez dans une ville où il n'y a plus personne, finalement. Les premiers jours, vous voyez des gens debout, et plus les jours passent, et plus vous voyez les mêmes gens par terre, morts, au bord de la route, personne ne les ramasse. Et c'est un amas de corps tout le long. Je veux dire, sur les routes, après, c'est des amas. Il y a très peu de personnes qui marchaient, après. On voyait que les gens, au fur et à mesure, tombaient les uns derrière les autres. Et toujours dans le silence. On n'entendait rien, et c'est ça le pire. Devant tant de corps, on nous a demandé de ramasser et d'enterrer ces corps. Et certains ont fait du ramassage de corps, d'autres ont fait, comme moi, conducteur d'engin, on a été creuser des tranchées avec des pelles mécaniques et des chargeurs. Les autorités ont choisi des endroits bien précis, dans les bananeraies, pour faire des fosses communes. La première journée a été très dure. L'officier qui nous commandait nous a dit que quand on va vous amener sur des endroits, sur une zone, vous n'avez jamais vu ça. Attendez-vous au pire. Et là, on est arrivé, il y avait un tas de cadavres. Dans une bananerie, il n'y avait pas de trou, il y avait la première pelle qui venait d'arriver, et on voit une odeur, mais alors, ça puait. De toute façon, c'était insupportable. On a eu la réaction que tout le monde aurait eu, on a vidé nos tripes. Et là, vous demandez où vous êtes tombé. Moi, je suis arrivé face au tas. On va dire que je suis arrivé à reculant. Je conduisais avec la tête en arrière. Je veux dire, je voulais pas voir ça. Bon, les gens jetaient des corps dans mon tracto et allaient les vider, mais c'est impensable. C'est horrible. Je souhaite à personne. Les gens sont... les militaires qui étaient là, qui chargeaient nos godets, je veux dire, étaient pareils que nous, étaient dans le même état d'esprit. On gerbait toutes les 5 minutes, on s'est vidé, il faut dire les choses. On ne pouvait plus rien qui passait, puis il y avait une odeur qui nous prenait. Le masque, malgré qu'on avait un masque avec un mouchoir en ménène dedans à l'intérieur, je veux dire, l'odeur, elle est quand même là, je veux dire, elle est présente. La chaleur, la fournaise, puis la vision de la chose, on s'y attendait pas. Le moment où l'image traumatique pénètre et rejette tout ce que contient l'appareil psychique, disons le cerveau pour simplifier, ça va être ce moment de blanc où, imaginez comme ça une sphère avec plein de petits points qui représentent les représentations, justement, reliées entre elles, puis l'image traumatique arrive, et elle écarte tout ça. Et il n'y a plus rien, dans la conscience en tout cas. Il n'y a plus rien que ce moment de blanc, ce moment où le sujet ne pense plus à rien, n'a plus
même un mot, il ne peut même pas dire au secours ou je ne sais pas trop quoi. Pas d'affect, il n'a ni peur, ni angoisse, ni stress, comme disent les Américains. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il est une espèce de chose dépourvue de langage. Mort. Il est mort. C'est ce que Freud appelait l'effroi. Moi, quand je suis entré dans les fosses pour mettre de la chausse, ça a été terrible. Je veux dire, vous rentrez, vous descendez dans la fosse, hein, finalement, avec eux. Vous savez pas marcher, hein. Vous avez peur. Hein. Bon, c'est mou, c'est ces corps voulant marcher dessus. Il faut balancer de la chaux et c'est invivable. À l'intérieur de soi, on n'est pas bien. J'ai vu des mamans arriver avec leurs enfants dans le dos, morts, qui déposaient le corps et qui attendaient qu'on ait la tête tournée pour se coucher à côté et faire croire qu'ils étaient morts. Bon, on en a sorti quand même, mais combien ont dû être enterrées vivantes? Moi, c'est la question que je me poserai toujours. Ça m'est arrivé 2 fois, en pleine nuit, je me faisais dessus quand même, j'avais peur, mais parce que bon, la nuit descendait très tôt, mais il fallait descendre, il fallait quand même s'assurer, quand on entendait un bruit suspect, on descendait. Pour moi, il aurait été intolérable d'enterrer quelqu'un. Peur de quoi? D'avoir enterré quelqu'un vivant. Tous les jours, je craquais. Je veux dire, le matin, je me levais en pleurant, on se couchait en pleurant, on passait les journées à pleurer, à vomir, à se demander ce qu'on faisait là et comment on allait s'en sortir, surtout. Parce qu'on voyait pas le bout. Hein. Ça m'est arrivé de descendre plusieurs fois de l'engin, d'aller pleurer, me retrouver avec un pétard sur la tête, à vouloir me mettre une balle dans la tête. Le retour à la maison, il a été très difficile. Et ça a été un mutisme total. On m'a posé des questions que j'ai jamais répondu. Ah non, moi c'était un blocage complet. Je suis rentré, j'ai fait sorte que c'était une mission normale, bon, rien de spécial. Ouais, mais on a vu ça, il n'y a rien à dire. Il parlait très peu de Goma, hein. De toute manière, il nous en parlait, il n'en parlait jamais. Hein. Mais moi, j'avais Anthony qui était jeune, j'en parlais pas beaucoup. Je m'occupais de mon fils. C'est vrai que mon mari était important, mais c'est vrai qu'à partir du moment où lui, il n'en parlait pas, moi, je rentrais pas dans son travail. Hein. Je suis peut-être passée à côté de... Il avait peut-être besoin de moi, il avait peut-être besoin que je lui pose des questions sur ce qu'il avait vécu. Et c'est vrai que j'étais peut-être pas assez présente pour ça. Je voyais pas du mal, je voyais pas le mal. Je voyais pas qu'il pouvait souffrir et... Non. Non, je l'ai pas vu comme ça, moi. Vous le croyez indestructible? C'est ce qu'il donne il donne l'attitude d'un homme fort, costaud. Il aide beaucoup de monde, Philippe. Le pire, c'est cette odeur. C'est une période où je vivais au bord de l'eau, donc j'en profitais d'aller à la plage, d'essayer de me sortir un peu, de prendre des bains. C'est tout bête, mais d'essayer de prendre des bains pour enlever cette odeur. Mais vous aviez beau vous laver, vous brosser à la javel ou au grésil ou quoi, l'odeur, elle est toujours là. Vous l'avez dans les narines, vous l'avez dans le cerveau, c'est en permanence. C'est une nausée qui remonte, c'est une nausée. Elle est là, c'est comme une boule, c'est comme un ulcère, c'est quelque chose qui vous remonte et il faut la cracher, vous réveiller avec la sueur, envie de pleurer parce que c'est normal, et cette boule qui est là, et ça vous démange. C'était notre odeur à nous, voilà. C'est une odeur d'outre-tombe. Philippe, cette odeur qui vous dégoûte, qui vous fait vomir,
Vous y êtes pourtant attaché. Humainement, c'est le lien que j'ai avec ces personnes-là. On les a touchés, on les a aidés, on les a enterrés. Cette odeur, si on l'avait plus, si je la ressentais plus moi personnellement aujourd'hui, je pense que la page serait tournée, mais ça serait peut-être ma mort à moi personnelle aussi. Moi, pour moi, il reste des fantômes, des âmes qui errent comme ça dans l'air, dans la nature. Moi, je pense que l'âme, quelque part, elle flotte. Il y a un gros tabou. Moi, je l'ai vu, hein, combien de fois on nous a dit « Ah, mais arrête, tu te fais des films, ce que tu as vécu, tu n'es pas un homme. » Bon, voilà, les petites réflexions qui sont très désobligeantes et qui te font mal. Mais quand tu vois qu'après, que ce soit dans la police, les mecs qui se suicident, dans l'armée, les mecs qui se prennent pareil, ou qui se tirent une balle dans la tête, dans d'autres métiers comme les pompiers, ben, les mecs qui se jettent. Aujourd'hui, on n'a pas pris conscience qu'il fallait aider ces gens. Moi, j'ai admis que j'étais malade. Voilà, c'est pas une honte. Même si on te dit, costaud comme tu es, je pensais que tu allais tenir le coup. Ouais, mais bon, mentalement, on est tous pareils. Hein. Devant la mort, comme on dit, on est tous égaux. Hein. On est déjà arrivé? Oui, tu sais. Philippe a décidé d'aller jusqu'à Istres retrouver Nadir pour le convaincre de parler. Nadir, le légionnaire, ancien casque bleu à Sarajevo, Nadir le silencieux, muré dans ses cauchemars. En 1993, une balle de sniper lui traverse la gorge. C'était il y a plus de 16 ans. C'était hier. Et aujourd'hui, enfin, il se livre. Là, et toutes les cicatrices qui étaient là. Parce que c'est une balle explosive. Donc quand elle a frappé le pare-brise, ça, j'ai pris tous les éclats dans la gueule. Hein, et donc je suis arrivé à l'infirmerie. Sur le premier coup, on m'a enlevé 19 éclats sous-cutanés. Hein, et le reste, je les garde à vie. Hein, près de la colonne, sous l'œil. Je suis interdit d'IRM. Ouais. Hein? Oui, par rapport aux éclats, oui. Oui, par rapport aux éclats. Le problème de truc, c'est que jusqu'à maintenant, j'en fais des cauchemars. C'est tout le temps je suis au sein de l'armée, souvent les combats qui reviennent, hein. Les décapités. Oh putain, ça, je peux plus m'en... Ça, c'est des images. Dès qu'il y avait un mort, hein, la nuit, le piéger. Comme ça, quand ses copains ils viennent le chercher, hein, comme ça, ils font plus de dégâts. Alors notre mission à nous, c'était d'aller voir le cadavre et de le démilitariser complètement. Et des fois, on arrivait chez des cadavres, t'imagines, t'arrives, on travaillait carrément avec des masques, tellement c'était l'odeur. Quand tu voyais le cerveau qui était par terre et tout ça. La chair partout. Sur le coup, on était professionnels. Mais je ne savais pas, moi, que ça allait me marquer à vie après. Après, ça revenait tout le temps, les décapités. Tout ce qui est décapité. Tout ce qui est décapité. Tout ce qui est décapité. Ça, c'est un... Combien de temps après tu as ressenti? C'est sorti longtemps après? Oui, longtemps après. Hein, longtemps après. Donc c'était... allez, 1 an ou 2 ans après avoir quitté l'armée. Je croyais que tout était cool, tout était bien et tout. C'était pendant une fête musulmane, hein, quand on a égorgé le mouton. Donc le soir, tranquille, dans le jardin, s'asseoir à côté de famille. Je me suis allongé devant un arbre et je me suis endormi. Il y avait les gosses qui sont venus, ils ont allumé des pétards. Les pétards ont explosé, je me suis levé, je commençais à chercher mon arme. C'était un réflexe. Tout le monde, c'était plusieurs mois après. Je commençais à chercher mon arme. Je croyais que j'étais dans le bunker casque, encore. L'arme, le gilet pare-balles. Je me suis dit que j'étais dans le bunker, j'étais en train de dormir pendant ma faction. Et c'est à ce moment-là que mes beaux-parents ils m'ont conseillé d'aller voir un psy. Il faut que ça sorte, il faut que ça crache, il faut te faire suivre, il faut en parler avec les gens. Il faut pas avoir honte, il faut leur dire de toute façon tout ça. J'ai été voir une fois le psy. Après, j'ai laissé tomber. Pourquoi? Parce que, je sais pas,
les psys, la plupart à qui j'ai pu discuter, 2 ou 3, ils connaissent pas. Et ils n'ont jamais étudié ce genre de cas d'après-guerre. Ils me disent tout le temps, ils sont devant une situation qu'ils connaissent pas. Et toi, est-ce que tu as essayé d'en parler avec des gens? Non. Pas du tout? Non. Attends, avec moi et d'autres du groupe? Non, t'étais le premier. T'es le premier d'en parler avec depuis... mais il faut, de toute façon, tu le sais, je t'ai dit, il faut en parler, il faut aller voir des... La plupart, ils te prennent pour un... Parce qu'ils l'ont pas vécu, mais... ils me racontent un film ou quoi? Non, mais c'est sûr, de toute façon, que quand on en parle, les gens, ils voient ça comme si on avait vécu un autre monde. Mais toi, aujourd'hui, tu vas continuer Si je rencontre un Bosniaque ou un Serbe ou un Croate de cette période, ouais, là, à ce moment-là, je me lâche. Je me lâche parce que je sais que je suis sur le même terrain. Mais ici en France, non. Ni au bled, ni même chez mes compatriotes, je peux pas en parler. J'arrive pas. Ça sort pas. Ils étaient morts sur un site de viol. Mais on voyait l'horreur et la souffrance dans leurs yeux. Encore. J'avais rencontré le général canadien Roméo Dallaire à Kigali, en plein cœur du génocide. Nous venions de tomber dans une embuscade à l'entrée de la capitale et le commandant des forces de l'ONU au Rwanda donnait le sentiment d'un militaire compétent, fort et lucide. Longtemps après, j'ai appris qu'il avait été dévasté par une névrose post-traumatique. Simple soldat ou général, personne n'est donc épargné. Impuissant à empêcher le génocide, Roméo Dallaire avait fini par écrire un livre « J'ai serré la main du diable ». Depuis, je n'avais qu'une seule idée, aller au Québec pour le retrouver. Un rêve qui m'a envahi, j'étais dans le noir, opaque. Et tout à coup, c'était comme une méduse qui m'a fraudé. Et que je voyais, qui était tout de même éclairée dans toute cette noirceur. Puis après ça, il y en a eu d'autres. Et d'autres, et d'autres. Et à un moment donné, quand je me suis réveillé, j'étais complètement envahi de ces méduses qui reflétaient les âmes des Rwandais qui avaient été tués. Et c'était comme ils revenaient me chercher et que moi, je voulais participer à cette marche des âmes des gens qui avaient été tués. Les blessures sont si fortes que, je veux dire, je me suis déjà cassé une jambe, me suis déjà blessé gravement, mais ça n'approche en rien le mal réel qui est dans notre, nous-mêmes, dans notre cerveau. Jusqu'où est allée cette descente aux enfers? Ah, mais c'est allé à 4 tentatives de suicide, en dehors de tenter de me tuer par travail, qui était plus sournois. Mais donc, ça m'a amené à des abus de boissons énormes. Roméo Dallaire est en pleine dérive. Un soir, au journal télévisé, les Canadiens apprennent que le prestigieux général, héros du Rwanda, a été découvert seul, sur un banc public, à moitié habillé, ivre-mort. J'ai acheté un flacon de scotch, parce que je buvais beaucoup de scotch à ce moment-là. Je suis arrivé au parc qui était à côté de la rivière. Pendant tout ce temps-là, je revivais le Rwanda. C'était une des rares fois où j'ai revécu scène après scène, après scène, après scène. Je me suis assis sur ce banc, et là, j'ai bu, puis j'ai bu, puis j'ai bu. Mon objectif, c'était de ultimement me lancer, me noyer dans la rivière. Et je me suis jamais rendu à la rivière parce que j'étais tellement intoxiqué que je pouvais plus bouger.
L'effort maintenant, c'est de faire réaliser dans une organisation comme le milieu militaire, le milieu des policiers, des gendarmes, le milieu pompiers, le milieu des journalistes, tu sais, où les gens sont à s'exprimer, c'est de faire reconnaître dans ces milieux-là, dans leur culture, qu'il y en a qui peuvent être blessés à n'importe quel moment, à des niveaux différents, et qu'il faut réagir rapidement. Parce que le plus vite qu'on peut réagir à ce traumatisme, le plus de succès qu'on a à le stabiliser et donc à empêcher l'autodestruction ou que la situation puisse s'envenimer. Et faire accepter dans ces cultures-là que c'est une blessure aussi honorable qu'une blessure par balle ou obus ou shrapnel ou quoi que ce soit. Simple soldat ou général. Un tiers des militaires américains de retour d'Irak souffrent de troubles psychiques graves, 1 sur 3. En 1939, il y avait encore dans les hôpitaux psychiatriques britanniques plus de 200 000 hommes de la Première Guerre mondiale. Et en 1997, 25 ans après la guerre du Vietnam, l'armée américaine a recensé 102 000 suicides de vétérans, 2 fois plus que les pertes au combat. La guerre, toutes les guerres. Il a armé sa calache, il s'est mis devant moi, il me l'a pointé là sur le front. Bon, je me suis dit, il n'y a plus rien à faire quoi là maintenant. Carole Dromer était voltigeuse médicale, un médecin de terrain engagé dans l'humanitaire, envoyé en urgence sur toutes les crises aiguës et les conflits armés. Il y a eu la Côte d'Ivoire, il y a eu le Libéria. Les médecins, parce qu'ils soignent, refusent de se reconnaître victimes, comme si leur blouse blanche et la douleur des populations rencontrées leur interdisaient d'être blessés. Jusqu'au jour où ils découvrent que personne n'est épargné. L'Afghanistan, l'Irak, et je dois en oublier. Hein. Herat, donc c'est proche de la frontière avec l'Iran, donc on est toujours au moment des talibans. C'est une période où il y a énormément d'attaques d'ONG sur Herat, beaucoup d'attaques d'ONG graves, hein, avec des morts, des viols, enfin des choses assez graves. Et la dernière nuit que je passe sur place, en fait, voilà, on est attaqué à la maison. Donc il y a des hommes armés qui entrent à la maison. À ce moment-là, je me réveille, il y a un bruit de vitre, et je me dis, tiens, c'est pour nous. Et puis il commence à me frapper. Alors, parfois avec le plat de la main, c'est-à-dire c'est désagréable quand même, ou parfois avec la crosse de la calache, et notamment sur le thorax, devant comme ça, et sur les épaules. Et puis, parfois il arrête ça, et il commence à me toucher, à me caresser comme ça sur le bras. Et là, au bout d'un moment, je perds patience, quoi. Je sais, en plus, cette force, je ne sais pas où je l'ai trouvée. Du bras, comme ça, je le pousse, et il va s'éclater contre le mur. Et là, à sa tête, je vois que j'ai fait une bêtise. Il est devenu furieux, des yeux, mais très menaçants, et il a armé sa calache, il s'est mis devant moi, il me l'a pointé là, sur le front. Je regardais le trou de la calache, je regardais ses yeux, le trou de la calache, ses yeux. J'ai pas arrêté de faire des allers-retours comme ça, en me disant il va tirer, il va pas tirer, il va tirer, il va pas tirer. Et je pensais qu'il pouvait tirer, ouais. Et puis bon, je me suis dit, il n'y a plus rien à faire, quoi, là, maintenant. Et donc j'ai baissé la tête, baissé les yeux. Et puis il a posé son arme. Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder en face. Il y va de son humanité. La perte de cette croyance que l'on est immortel, l'illusion d'immortalité, c'est là-dessus qu'on fonctionne. Hein? Et c'est ce qui nous permet de travailler, de faire l'amour, de prendre du plaisir à être à la plage, ou tout ce que vous voudrez. Hein?
C'est ça, cette illusion d'immortalité, ça, ils le perdent. Et justement, c'est aussi ça qui les distingue des autres humains. Ils ont rencontré leur mort. Ils ont rencontré leur mort et ils savent ce que c'est que la mort. Et ils savent quelle néantisation ça représente. Hein. Ils ne croient pas que c'est simplement un cadavre dans une boîte. Hein. Vous voyez? Et c'est insupportable? C'est insupportable, oui. Libéria, bon, Libéria, contexte très particulier, donc là aussi on arrive à entrer en zone rebelle. Et il y a un passage où il y a un gars qui se fait appeler Rambo, qui est un fou, probablement un psychotique, qui se travestit, parfois on ne le reconnaît même pas, il porte des perruques. Et il a toute une armée d'enfants en fait. Toutes les personnes qui l'interceptent dans le village, qui passent par là, qui essayent d'échapper à cette zone rebelle pour se réfugier en zone où il y a la paix et la sécurité, en fait, ils les attrapent et leur font des trucs terribles, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est qu'à chaque fois que je passe, il m'arrête et il me dit « Ah, docteur Carole, il y a quelqu'un qui est malade. » Et en fait, c'est jamais quelqu'un qui est malade, c'est quelqu'un qu'ils ont blessé eux-mêmes. Bon, il y a eu une oreille coupée, un nez coupé, un homme fouetté. Et ce jour-là, donc, il me dit, il y a une femme qui est malade. Bon. Et je vais voir cette femme. Elle avait une fracture du fémur. Et je me dis, bah dis donc, pour péter un fémur, il faut taper fort. Une fracture du bras, elle avait des ecchymoses, elle sortait pas un mot, quoi. Elle était complètement hagard, marquée, quoi, terrorisée, ou je sais pas, en tout cas, elle était pas dans le coma, mais elle était pas là, quoi. Et lui, il était là avec sa calage qui traînait comme ça. Et là, je me dis, mais attends, mais si c'est moi qui ai la calage, je te tue, quoi. Je te tue. Et cette envie de tuer, mais c'est pas juste comme ça, tiens, celui-là, je vais me le faire. Non, non, c'est vraiment une haine, mais féroce, quoi. Féroce, avec vraiment cette envie de tuer qui m'a surpris quand même. Là, je me suis dit, là, il faut arrêter, là. Il faut arrêter. Et d'ailleurs, j'ai arrêté peu de temps après. Au retour, donc, j'arrive dans les locaux de Médecins du Monde. Donc bon, là, je leur dis peut-être pas tout, mais je leur en dis une partie. Et bon, puis ils voient bien que ça va pas, quoi. C'est plus la même Carole. Je savais pas quoi faire de moi, en fait. C'était puis j'étais comme dans une espèce de brouillard. C'était très bizarre, comme si tout était ouaté, feutré autour de moi, les sons. Les lumières, tout était estompé. J'avais l'impression de ne pas être là, en fait. L'expérience traumatique, le sujet ne peut pas la dire, et ceux à qui il s'adresse ne peuvent pas l'entendre. Parce que l'image traumatique, c'est l'image de quelque chose qui est derrière, et qui est le néant de la mort. Et il n'y a pas de mot pour dire le néant. C'est qu'il a peur, s'il parle, de leur faire horreur. C'est tellement dérangeant, quelqu'un qui raconte ça. C'est soit dérangeant si on le croit, soit on ne le croit pas, et à ce moment-là, on est en train de nier tout ce qu'il a vécu. Donc, parce qu'il y a des gens qui ne croient même pas ce qu'il raconte, ce qui s'est passé. Et c'est justement parce que ce que les gens ont vécu est incroyable que les gens ne le croient pas. Et donc parfois ça va plus loin, c'est-à-dire non seulement il y a la personne qui ne peut pas dire, mais il y a les autres en face qui ne peuvent pas croire. Donc tout ça fait que ben voilà, on est dans l'enfermement. Les personnes s'enferment et puis les autres ne veulent pas le croire et moi je ne peux pas le dire et donc on reste avec ça, quoi. Donc on essaie de faire quoi? Fabio, qui est mon binôme, avec qui j'ai beaucoup travaillé sur les urgences et qui, lui, en plus, est dans l'action humanitaire depuis bien avant moi, c'est quelqu'un de très marqué, ouais. Lui, ben, les cauchemars, il en fait tout le temps, quoi. Tout le temps.
Carole, je sais pas comment tu fais. Moi, j'ai l'impression que parler de tout ça, ça met en marche un projecteur d'image mentale que j'avais tenté d'oublier. Cette petite fille et sa blessure à l'épaule, dégueulasse et mal cicatrisée. Dans ce bled juste après Gekedou, sur la route de Macenta, tu te souviens? Cet ado tatoué au poignard sur la poitrine, tu te souviens? Et ce réfugié polyhandicapé au look de crapaud, posé sur le sable du désert à la frontière Soudan-Tchad, tu te souviens? Le visage de ce vieillard à Batala pendant que tu deals notre passage au checkpoint avec Rambo et ses boys. Et qui s'approche de ma fenêtre dans ton Land Cruiser vert et il murmure « Help us, sir. We are suffering here. » Et le triage des blessés au centre de santé de Banga. Et cette odeur de pisse rance et de sueur acide parmi les centaines de douilles de Kalachnikov. Et la phrase idiote qu'on se disait par bravade le matin au départ de l'hôtel Mandela. C'est un bien beau jour pour mourir. Et on savait tous les deux au fond que la mort nous attendait peut-être au détour d'un sentier. Ce môme dans ce camp de réfugiés fantôme de la languette qui me prend par la main pour me montrer le centre social de l'enfant réfugié du monde. Pillé et détruit. Et des jouets cassés qui traînent sur le sol. Et la nuit qui tombe à Congolo. Et cette angoisse qui monte jusqu'à la nausée parce que j'attends le retour à la base de l'épave de Land Cruiser qui te sert de commande-car. Et le désert rouge élaboré par les bombes entre la frontière iranienne et Passora. Et ta voix à la radio. Ouvre ta fenêtre pour éviter l'effet de blast. Le regard fuyant et la peau grise de peur d'Amadou le driver quand tu négocies notre sécurité avec Gulf Saddam. Et les autres images encore, qui rappellent d'autres images sans fin. Jusqu'à ce que le sioniste fasse son boulot. Et ça me fait pas du bien. Carole, vous étiez médecin, vous êtes médecin, vous avez fait des études. On vous a parlé de la névrose traumatique? Je sais pas, ça a dû occuper 5 minutes dans un cours. Moi j'en veux aux profs, du coup. Je me dis, mais bon sang, parlez-en, quoi. Parlez-en. Parlez-en. Que leur est-il arrivé pour en arriver là? Ils portent des noms de guerre, ils ont oublié les leurs. Ils ont pour devise la pitié porte malheur. Et Gulf Saddam, Iron Jacket, African Dog. Les yeux injectés de sang, le cerveau embrumé, rien ne peut capter leur attention, ils sont ailleurs. Un geste, une phrase, un regard et tout peut basculer. Vous mourrez ou serez blessés, vous aurez eu peur. Que leur est-il arrivé pour en arriver là? Ils portent des noms de guerre, ils en oublient les leurs. Ils ont pour devise la pitié porte malheur. Quand j'ai commencé à écrire, en fait, c'est sorti en vers, en poème, comme ça. Et je me suis dit, bon, ben voilà, ben je vais continuer comme ça, alors, puisque c'est ça qui sort. Bon, voilà. Et j'ai envoyé le papier à la rédaction du journal, et ils m'ont dit, ah, il est bien ton slam. Je dis, ah bon, c'est un slam. Et puis depuis, ben voilà, j'écris. J'écris, puis ça ne s'arrête plus. Je peux plus ne plus écrire. Et j'ai l'impression d'avoir vomi quelque chose. Carole Dromer qui participe à sa 2e slam session. Libéria. Ils viennent, ils tournent, ils errent et rôdent avec leurs armes. Ces armes qu'on dit légères et qui pourtant font des drames. Malheurs à celles et ceux qui se trouvent sur leur passage. Ils pillent et frappent, shootent, blessent et tuent, rudes sont leurs visages. Que leur est-il arrivé pour en arriver là? Ils portent des noms de guerre, ils en oublient les leurs. Ils ont pour devise la pitié porte malheur. Hey Gulf Saddam, Iron Jacket, African Dog, Mayflower, Ceasefire. Carole, c'est plus que vomir, ça. C'est plus que vomir, oui, parce que c'est un peu... Ouais, c'est plus... Enfin, vomir a un côté un peu négatif. Là, c'est vraiment... Je sais pas comment dire, c'est respirer, en fait. Respirer. Ouais, mais un grand coup. Ils ouvrent le camion, comme ça, en grand, et ils me poussent. À hauteur de mes yeux, il y avait des petites têtes d'enfants et des petits pieds d'enfants, des petits pieds d'enfants, comme ça. Nous avions perdu Sorge Chalandon. Sorge, l'ami grand reporter, talentueux, drôle et chaleureux. Un jour, il a disparu du terrain sans un mot.
Personne n'avait compris. Aujourd'hui, il écrit des livres sensibles et qui lui ressemblent. Quand je l'ai rappelé, il m'a dit « Je ne veux pas en parler, parce que je n'en parle jamais. Tu sais, c'est dur de parler de ses fragilités. » Salut. Ah, ça va? Bon. Oh, merci. I've been a wild rover for many years. I've spent all my money on whiskey and beer. But now I'm returning with gold and restore. And I never will pay the wild rover no more. No more, never. The white rover. No, never. Alors sur les terrains de guerre, la névrose traumatique ne touche évidemment pas que les soldats. Nous, on recevait beaucoup de journalistes, par exemple. Parce qu'ils ont la maladie, ce sont des voyeurs, pas dans le sens pervers du terme, hein, ce sont des voyeurs et ils ont la maladie d'aller voir le plus près possible. Et là, ce qu'ils ont dans leur objectif, eh ben parfois ça tourne mal pour eux. Sauf que, en plus, dans une guérilla, par exemple, ils sont vite repérés et menacés très directement. Ils se retrouvent avec un fusil entre les deux yeux. Hein. Donc oui, les journalistes payent un lourd tribut au traumatisme. Plus on est près des choses, et moins on les voit, souvent. Donc le premier mort est une stupeur. Le massacre devient une sorte d'habitude. Et puis il y a Sabra et Shatila. Et là, nous sommes entrés dans le camp au tout petit jour, alors que les combats continuent encore vers le fond du camp. Il y avait un silence, mais je vais dire ce mot idiot de silence de mort, mais c'était le silence d'après-mort. Ce silence qui est très particulier, c'est un mélange voilà, c'est un mélange de morgue et de brasier comme ça. C'est une odeur de métal et de sang, c'est une odeur très très particulière. Et nous avons commencé à faire une chose que je ne pensais pas faire dans ma vie. Nous avons poussé les portes des maisons. On criait « Il y a quelqu'un ?» Personne. Et on poussait les portes, et chaque porte que nous poussions, derrière chaque porte, il y avait les familles mortes. Nous étions stupéfaits. Nous étions stupéfaits, anesthésiés et sans mots. Je ne dis pas que je digère Sabra et Shatila, parce que je ne l'ai jamais digéré. Pour moi, c'est l'un de mes cauchemars. Mais je continue. Et Baddaoui, donc, c'est un moment, pour moi, je ne me doute pas du tout. On est bien en deçà de Sabra et Shatila. C'est la guerre, disons, c'est la guerre humaine. C'est les explosions, c'est-à-dire qu'on ne nous égorge pas à Baddaoui. C'est la violence, c'est le fracas du métal, mais c'est pas juste le geste du couteau, comme ça. Et puis, je suis dans le camp un jour, et alors, au but de mortier ou je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui tombe et qui tue. Et je tombe sur des femmes et des hommes qui hurlaient, vous savez, comme la douleur levantine, avec les cris comme ça. C'est des moments qui sont... quand il y a ces cris, vous savez que dès que ces gens vont s'ouvrir, vous allez tomber sur l'horreur. Et ils m'emmènent devant un camion. Un petit camion frigorifique. Un petit camion frigorifique qui n'était pas branché du tout. Et ils ouvrent le camion, comme ça, en grand.
Et il me pousse. Et il me pousse contre le bord, comme ça. Et c'était des corps, mais c'était des corps empilés tête bêche, comme ça. Et ils étaient dans des... Alors, ils étaient dans des sacs, et des sacs soit transparents, soit des sacs gris, mais des sacs gris qui laissaient deviner les préhensions de la peau, comme ça. Et à hauteur de mes yeux, il y avait des petites têtes d'enfants et des petits pieds d'enfants, des petits pieds d'enfants, comme ça. Et je suis rentré dans mon hôtel. Donc là, nous étions chez les Druzes, l'hôtel Cavalier, à Beyrouth. Je sentais la mort. Je me suis un peu... Je crois que je suis revenu seul. Et je sentais la mort. Et le chauffeur de taxi, je pensais que c'était moi tout seul. Il a ouvert sa fenêtre. Je suis rentré dans ma chambre. Qu'est-ce qu'elle était claire, qu'est-ce qu'elle était... Je suis rentré une sorte de... J'étais comme à Genève. Tout était tranquille, tout était... Et là, je me suis mis totalement nu, j'ai enlevé mes habits et je suis allé dans la douche, j'ai ouvert en grand, je me souviens, j'étais dans un angle, il y avait 2 fenêtres, il y a eu un courant d'air frais, ou je me souviens plus, mais j'avais l'impression de respirer enfin, et j'ai pris ma douche, donc, et c'était c'était un rideau de douche, vous savez, ces rideaux de plastique transparent. Et j'ai commencé à me savonner, mais frénétiquement. J'ai des petits trucs comme ça qui sont des petites choses bêtes, mais j'ai souvent avec moi un savon irlandais qui me rappelle l'Irlande, qui pue épouvantablement. C'est un savon qui est fait à partir de pétrole, donc c'est un savon qui est absolument immonde. Mais j'aime bien cette odeur. Quand je sens ce savon, on me dit bon, allez, une petite bière et puis je vais être bien, quoi. Et donc je me savonnais au savon de pétrole, et brusquement, donc il y a eu courant d'air. Et j'ai été plaqué par le rideau de douche. J'ai été plaqué par le rideau de douche comme ça. Et je sais ce que ça a fait en face. Je sais qu'en face, si quelqu'un avait été là en face, j'étais contre le rideau, il y avait l'arête du nez, il y avait tout ça. Et là, j'ai pris le rideau, je suis tombé. Et j'ai demandé à Libé de rentrer. Évanoui? Non, juste convulsant. Et tu descends au bar. Et je descends au bar. Et yallah. La mort, elle fait signe. Je pense qu'elle fait signe. Et ce jour-là, je sais qu'elle a fait signe. Et donc, bon, bah voilà, j'avais encore quelques bières à prendre. J'avais encore quelques copains à aimer. J'avais ma fille. J'en aurais d'autres. Et peut-être parce que quand j'ai décroché ce jour-là, à ce moment-là, la vie a foutu un pain à la mort. Il y a un signe qui ne trompe pas, c'est ce qu'on appelle la réaction de sursaut. C'est-à-dire, il y a un patient qui vient vous voir parce qu'il a des maux de tête, par exemple. Le téléphone sonne et il fait un bond comme ça sur sa chaise. Une porte claque, il est comme ça, hein, comme s'il y avait toujours une menace. Il est chez lui, tranquillement, enfin, autant qu'il puisse être tranquille, le soir, et puis il y a des phares de voiture qui balayent le plafond, il va se coucher sous le divan. Hein. Voilà, ça c'est la réaction de sursaut, c'est la réaction à ce qui ne pourrait être qu'un danger mortel pour lui. Pendant des années, quand j'entendais un hélicoptère de la protection civile, je me demandais s'il fallait que je me couche. Quand une porte claque, je détestais le 14 juillet parce que je détestais les gens qui jetaient des pétards aux jeunes filles. Je crois que si j'avais eu un calibre, un Six Hour P226 canon court par exemple, je lui mettais dans la bouche. Je disais la chance qu'on a, il faut pas faire peur aux gens. Donc à cette époque-là, j'étais comme malade. Comment dire, c'est un poison. Une fois, j'ai pensé à une sorte de plaie, une plaie qui
purule qui est mal soignée, ou que j'ai oublié peut-être de soigner comme il fallait. Je pense que j'aurais pu aller voir quelqu'un, hein, un docteur de la tête, pour discuter de tout ça. Je l'ai pas fait. Mais j'ai mal soigné, je pense. Je cicatrise mal, en fait. Mon corps, ma peau, là, je suis brûlé, etc. Je cicatrise mal. Je pense que mon cœur a mal cicatrisé aussi, ma tête aussi. Je vis où j'ai vécu avec des gens qui se levaient le matin en disant « Oh, il fait beau ». Des fois, moi, je m'en fous, quoi, qu'il fasse beau. Il n'y a plus de joie. J'ai des moments de joie, évidemment, je suis content. Mais d'ailleurs, les gens avec qui je vis ou qui j'ai vécu le savent. J'ai un truc en moi. En fait, je crois que je pue la mort, en fait. Aujourd'hui, tu écris, tu travailles, tu vis, tu viens d'avoir un enfant. Qu'est-ce qui reste de Badawi? Qu'est-ce qui reste au fond de toi aujourd'hui? C'est quoi? Comment tu le décrirais? Tout ce que je fais dans ma vie, mais tout. L'enfant, tout ce que je fais quand j'écris, tout. C'est pour m'éloigner de cette odeur. Tout ce que je fais, c'est pour m'éloigner de ce camion. Tout ce que je fais, c'est pour... les petits pieds dans le camion et la petite tête dans le camion. Maintenant, elle est sur mes épaules. Et elle est vivante. Une image, une odeur, une balle invisible, une blessure psychique, un face-à-face avec le néant de la mort. Un mal terrible, tellement fréquent et si peu connu. C'est donc cela, la chose. Elle plonge au cœur de l'humain, se nourrit du silence et tue. Mais on peut guérir, à condition de regarder la mort en face et d'en parler. Guérir, c'est possible. Les gens qui guérissent sont mieux qu'ils n'étaient avant. Ils ont retrouvé, comme dirait Kundera, cette insoutenable légèreté de l'être.